Cuphead est un phénomène. J'ai pas peur de le dire. Faire un jeu qui peut provoquer tellement d'émotions, de l'excitation, à la vue de cette DA, jusqu'à la haine, la joie, la déception, la fascination, c'est très difficile. Ce jeu ne pouvait pas passer inaperçu. Il est devenu bien trop iconique et possède son propre poids dans l'industrie. Mais de quoi est-ce que je parle? C'est bien plus qu'un jeu aujourd'hui. Il y a des produits dérivés, des livres, un show de 3 saisons sur Netflix et un DLC complet. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les frères Moldenhauer ont décidé de tout miser sur le rêve. Et bien sûr, on jettera un œil au travail des deux frères. J'ai grandement tiré mes sources de la vidéo de Zad Guy Glenn, qui a fait un travail incroyable, et je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo. Notre histoire remonte à l'enfance de nos deux frères, lorsqu'ils étaient jeunes. Ils étaient passionnés par les jeux 2 bits et les dessins animés des animés 30. Ces deux choses-là ont été la base de ce qui donnera ses fruits plus tard. Les frères Moldenhauer adoraient le genre de run and gun, et c'était encore mieux s'ils pouvaient y jouer en coop. Et déjà à l'époque, ils étaient décidés de faire leur propre jeu vidéo. Mais comme ça arrive à beaucoup de gens, ils ont grandi, et nos deux frères se sont séparés. Jared est resté dans leur ville natale, Regina, en travaillant dans le BTP. Chad, lui, a quitté sa ville pour aller travailler en tant que designer graphique et a même ouvert sa propre agence publicitaire. Qui eût cru que malgré la vie adulte, qui a tendance à détruire les rêves d'enfants, n'a pas empêché à nos brothers de continuer à imaginer leurs jeux. Dans les années 2000, ils ont commencé à avoir une première vague d'inspiration, mais en parallèle, ils se sont mis à douter. Comment ils pourraient réaliser leurs rêves alors qu'ils ont des familles, un travail à temps plein, et à l'époque, il y avait un manque d'éditeurs de jeux vidéo. Et tout ça a eu tendance à décourager nos frères. En 2010, il y a eu une première hype des jeux indés. C'est en cette année que sort Super Meat Boy. Et nos deux frères se sont motivés. Ils ont vu que leur projet peut exister dans ce monde. Ok, maintenant qu'on est motivé, et bah, faut trouver ce qu'on fait. Leur première idée était de faire un petit casse-tête sur mobile. Mais comme vous le savez, les deux avaient leur idée en tête depuis leur jeunesse. Un jeu à la run and gun avec des boss massifs. Et l'état d'après, bah, c'était la DA. Il y a eu de nombreuses tentatives et de mixages de styles, jusqu'au jour où ils ont collé des sprites animés de films Disney. Et là, ils ont adoré. Il n'y avait plus aucun doute. Les prochaines semaines ont été passées devant les dessins animés des années 30, à la recherche d'inspiration et repères. Les principales inspirations ont été tirées des premiers films Disney et Max Fleischer, y compris le design de notre tête de tasse. L'idée d'emprunter le corps de Mickey était assez évidente. Mais en ce qui concerne la tête, il y avait dans l'air l'idée de mettre une hache à la place de la tête. Mais ils n'ont pas gardé l'idée. En revanche, il existe bien sûr le PNJ Chip qui en sert de référence, ainsi qu'un équipement. La première inspiration est venue d'un dessin animé intitulé The China Shop de la série Silly Symphony de Walt Disney. Dans cet épisode, toute la vaisselle est devenue vivante, ce qui a déjà posé la graine d'une idée. Mais c'est une vieille cassette japonaise qui a donné sa tasse à Cuphead. Et qu'est-ce qu'on voit là? Un mec avec une tête de tasse apparaît pour quelques secondes et va pénétrer le blindage ennemi. La question du coop n'était même pas posée. Ils savaient déjà qu'il allait être présent. Ils ne sont pas allés trop loin dans le design du deuxième joueur. Un pif, une paille, du bleu et hop, le travail peut commencer. Et c'est là qu'on voit que nos frères Moldenhauer ne font pas les choses à moitié. Leur règle était de être plutôt que de prétendre. Ils se sont dit que une DA au dessin animé des années 30, c'était pas assez. Alors, ils ont décidé de faire leur jeu à la manière de ces dessins animés. Le processus de création leur était déjà clair avec le nombre d'œuvres qu'ils ont consommées. La décision de faire toutes les frames à la main rendait le travail infernal et beaucoup plus lent. Si à l'époque on utilisait 24 frames par seconde, avec des frames qu'on réutilise, il en faut 60 pour un jeu. Au total, pour dessiner les animations des personnages, les entourages et les niveaux run and gun, il a fallu plus de 120 000 frames. Pour rappel, dans la Blanche-Neige de Disney, il y en a 250 000. Il n'y a pas une goutte de modèle 3D ou de design à la tablette. Les objets de fond, comme la pyramide du djinn ou la tour du dragon, ont été fabriqués et peints à la main. Et même l'effet filtre de pellicule a été fait sur mesure et non pas pris sur Shutterstock. Le seul compromis qu'ils ont accepté, c'était la peinture des personnages, qu'ils faisaient sur leur tablette, ce qui permettait d'accélérer la production un minimum. Ils justifiaient tous ces efforts en disant qu'ils savaient que ça allait être leur seul jeu,
et qu'ils étaient prêts à tout mettre pour réaliser ce rêve. En se passant la question du gameplay, qui était déjà focalisé sur le run and gun, les frères Eisenhower ont compris qu'ils kiffent le processus des boss fights difficiles, comme les jeux à l'ancienne. Bien sûr, pour eux, le jeu ne devait pas être long. Une petite île avec 7 nœuds à la suite, sans niveau run and gun, qui sont chers à produire. En 2013, ils ont créé leur chaîne sur YouTube sous le nom de Studio MDHR. Moldenhauer quoi. Ça leur a permis de se faire remarquer par le directeur général de chez Microsoft, Alex Garavarian, qui leur a offert une présentation au prochain E3 de Xbox en 2014. Une chance tombée du ciel qui impliquait que maintenant il fallait bosser 3 fois plus qu'avant. Quasiment tout leur temps libre était consacré à la production du jeu, et l'équipe a été agrandie avec des membres de la famille et des amis. Un de leurs amis d'enfance, Chris Madigan, taffait sur la musique pendant que la femme de Chad dessinait les frames. Ça a rendu ce projet encore plus spécial pour nos deux frères, car tous leurs proches se sont réunis autour de ce travail, et ils n'en avaient rien à faire si le jeu n'allait pas faire des chiffres. Et le voici, le jour du E3. Oui, c'est pas grand chose, mais espérer plus à l'époque était naïf. Et déjà, une telle aide de la part de Microsoft a été un boost énorme au projet. Le style visuel s'est démarqué des autres projets, ce qui a apporté un intérêt au jeu. Microsoft l'ont remarqué et ont proposé un contrat au studio MDHR. Mais le jeu était fait qu'à 40%, ce qui n'était pas assez. Alors, nos deux frères décident de tout miser sur le rouge. Ils ont démissionné de leur travail, recruté plus d'artistes, de devs, et avec l'équipe, on grandit les ambitions. Le nombre de boss est passé à 20, les run and gun ont trouvé leur place dans le jeu, ainsi que des secrets et de nouveaux PNJ. Ils savaient très bien que le jeu pourrait être court, alors ils ont décidé d'y mettre la difficulté qu'on connaît tous. D'une part, c'était pour transmettre l'expérience des jeux arcade de leur époque, et d'une autre, c'était pour se venger du travail titanesque qu'ils ont mis dans Cuphead. La seule chose qui se mettait à travers de leur chemin était la date de sortie. Chaque année, elle était déportée de plus en plus. Chaque année, on disait « Allez les frères, attendez encore une année, c'est bon, on aura fini !» À un certain moment, le rôle de productrice a été passé à Maya Moldenhauer, qui est la goth de cette entreprise. Déjà qu'elle était chargée de dessiner les illustrations, elle avait aussi sur le dos la production technique. Et, pour rappel, elle a même eu le temps de devenir mère. Pour alléger leur charge, le studio MDHR a appelé les services de Illogica, qui devaient finir le code, les tests techniques et l'optimisation avant les deadlines. Le studio, qui était à présent composé de 30 personnes, n'a pas cessé de travailler jusqu'au jour de sortie. Jared a même battu son record en passant 35 heures dans son atelier. Et le voici, le 29 septembre. Le jeu sort enfin et détruit les charts Steam en cassant tous les records. Les gamers sont heureux, les critiques sont positives et les récompenses coulent à flot. Et nos deux frères Moldenhauer et le studio MDHR a réussi son pari avec le diable en abandonnant tout pour le jeu de leur rêve. Mais alors, prenons notre première gorgée de ce jeu qui leur a coûté tellement de sueur. Je suis désolé, mais j'ai mis le jeu en anglais. Et pour être honnête, l'histoire ne possède pas une profondeur inouïe. Nos deux frères, Tête de Tasse et Make Mug, vivaient tranquillement avec leur grand-père la bouilloire. Un jour, ils ont atterri sur l'île de le casino du diable. Nos Ludoman ont vu la chance leur sourire jusqu'à ce que le diable, en personne, propose leurs âmes en échange du capital du casino. Aveuglé par l'avarice et leur ambition, Tête de Tasse a accepté le pari sans réfléchir. Et c'est ainsi que le diable de ma propriétaire défiaque de nos deux protagonistes. Tremblant à genoux, ils ont supplié de trouver un autre moyen, que le diable a vite trouvé. Aller récupérer les contrats des autres débiteurs. Et c'est sur ça que tient notre histoire. En rentrant chez nous, notre vieux nous dit « Ouah les jeunes, c'est plus mon souci » et nous donne un peu de pastis pour aller récolter les contrats. Bien sûr, on fait le tutoriel pour devenir familier avec les mécaniques du jeu et... oula, on va mapper la touche sur RT direct, voilà. Sur B, on libère une charge qui nous coûte un joker. C'est la mana du jeu qui nous permet d'utiliser des attaques spéciales et des ults. On a même été payé pour ce tuto. Ah, que ça fait du bien de se promener dans cette zone. On en oublierait nos problèmes avec cette petite musique estivale. Sur le pont, la mascotte d'Apple va nous passer 3 écus. Je rigole pas, il y a vraiment eu une pub où ce mec-là était le logo de Apple.
Maintenant qu'on a notre arme, on peut se lancer dans la collecte des dettes. Les hostilités sont ouvertes par la bande de tubercules. Je la considère comme le vrai tutoriel du jeu où on voit en pratique comment fonctionne le jeu. Déjà, tous les indicateurs se trouvent bien compacts dans le coin gauche où on peut consulter les PV et nos jokers. Mais j'ai jamais arrêté de me demander où sont les PV du boss. Ah oui, c'est vrai, sur la discard. C'est assez frustrant. Et la plupart du temps, vous allez regarder ces discards en disant « Mais voilà, il lui restait encore un peu quoi, mais pourquoi t'es pas mort, espèce de sale fils ?» Depuis la dernière mise à jour, les devs vont ajouter des phases cachées pour certains combats de boss. Si vous ne tirez pas sur l'oignon quand il sort sa tronche du sol, vous pouvez l'épargner, ce qui vous skip la deuxième phase. Mais de son trou sortira un radis énervé qui tournera au sol pendant toute la durée de la dernière phase. C'est comme ça qu'on récupère notre premier contrat. Pas loin se distingue le Wise Tree, où l'on peut affronter Goopy le Grandé. Un boss qui ressemble grandement au slime bleu de Dragon Quest. Ce boss là est un gros incapable, tout ce qu'il va faire c'est sauter partout dans l'arène. Sa seule difficulté, c'est qu'il est assez insaisissable, donc c'est pertinent d'utiliser le Chaser. Mais on n'a pas skip le niveau Run and Gun à côté? Eh bah plongeons-y. La seule pertinence de ces niveaux est de se faire des tals. Dans chaque niveau, on aura 5 pièces cachées à récupérer. Au-delà de l'intérêt monétaire, ces niveaux-là permettent de bien diluer les boss. Avec ces niveaux-là, on n'a pas l'impression de s'étouffer à rush les boss. Et je ne dirais pas qu'ils sont faciles, hein. Ils ne manquent pas non plus d'originalité. Certains niveaux possèdent même des mini-boss thématiques. Et le nombre de frames nécessaires pour un niveau run and gun, c'est assez impressionnant. Maintenant qu'on a les poches pleines de francs, on peut aller voir la caravane de Monsieur Quaid. Il déballe sur son comptoir un assortiment de spiritueux artisanaux. Le pastis du vieux est une arme basique qui tire vite avec des dégâts assez faibles. Mais elle ne vous servira quasiment jamais vu que vous pouvez directement vous munir de meilleures armes. Si vous êtes une tasse trouée, vous allez sûrement être intéressé par le Jet 27 Chaser, qui vous offre des balles traçantes. Cependant, les dégâts sont comparables à une claque au pénis, donc en tant que pro player de Cuphead, je vous conseille de l'utiliser sur des boss très mobiles ou qui sont sur des hauteurs. Son attaque X, c'est un rectum qui vous servira à rien. Les professionnels comme moi sont plutôt fans du lanceur et du boomerang. Cette synergie incroyable vous offre une polyvalence sur le terrain. Le boomerang, lui, vous force à tourner le dos au boss car il revient. Mais alors déjà, ça vous donne encore plus d'aura vu que vous ne le regardez même pas, et ça vous offre une bonne maniabilité de votre personnage. En appuyant sur B, vous libérez la scie de la mort qui fait des dégâts assez solides et possède une mécanique spéciale qui fait que cette scie reste tant que vous ne la touchez pas. Un truc assez dévastateur entre les mains d'un mec comme moi. Le lanceur lui a une vitesse et distance de tir réduite, mais c'est compensé par les dégâts qui sont les plus élevés du jeu. Vous pouvez échanger un joker contre un énorme projectile qui fait d'énormes dégâts. Cette synergie était utilisée par les speedrunners avant qu'elle ne soit nerf. On va essayer de nouvelles armes sur les frères Ribby et Crocs. Les deux premières phases sont assez aise, mais la troisième... Le Battletoad entre en symbiose et deviennent une énorme slot machine. Et cette phase est très imprévisible. Elle va vraiment poser problème les premières fois. Les grenouilles ont été farcies et maintenant on peut aller prendre notre envol pour un nouveau type de niveau. On combat à Hildaberg comme dans les jeux shoot 'em up. À bord de notre bolide, on tire des projectiles de con semblables au pastis du vieux. Notre attaque X est une torpille comme le Hadouken. Et si on accumule un bec complet, on se transforme en Fatman et annihile la gueule de l'ennemi. Hilda est assez particulière. Elle possède 4 phases dont les 2 premières sont random. Ces phases-là sont semblables aux boss dans le jeu Chariot, y compris la dernière. En descendant du ciel, il est l'heure de visiter le mausolée local. Notre vie ici n'est pas menacée, mais on doit protéger la calice au milieu des fantômes roses en faisant un pari slap. Quand le dernier Casper sera abattu, on libérera la calice légendaire, qui nous offrira sa bénédiction. Ces bénédictions sont des ultimates qu'on peut échanger contre un deck entier de Joker. Les mausolées sont le seul type de niveau qu'on ne peut pas recommencer. Une fois détruit, on ouvrira l'accès au DLC, qu'on ne va pas explorer tout de suite. Le dernier boss de cette île, c'est Cagney Carnation, sûrement le boss le plus connu de ce jeu. Ses mouvements sortent tout droit du dessin animé de Fleischer, Swing Your Sinners. Cette mauvaise herbe est pathétique, il n'a que 2 phases et ses patterns d'attaque sont très facilement lus et ne sont pas variés. Dès qu'on l'a désherbé, il ne nous reste plus rien à faire sur cette île. On peut directement demander à King Dice de bouger sa mère de notre passage. Wow. Qu'est-ce que je dis? On n'a pas fini avec cette île. Devant le bateau des crapauds se trouve cette pièce, qui nous dira qu'elle est banque et qu'elle a préféré cacher ses pièces un peu partout sur l'île.
Alors, en tant que bon citoyen, on va aller les ramasser à la place des banques. Quand on atteint la deuxième île, nos frères se font rattraper par le père Bouilloire qui nous propose son plan. Continuer de farmer les contrats pour ensuite niquer le diable. Notre vaisselle est hype par cette proposition et décide de poursuivre leurs efforts. La deuxième île change drastiquement le setting. On a quitté la forêt pour un parc d'attractions. Et avec l'ambiance, change aussi les boss. Juste à côté de la pyramide, on peut retrouver ce... Je sais même pas c'est quoi. Si on discute avec lui, il équipera notre bolide avec une nouvelle arme. Et bah si on a une nouvelle arme sur l'avion, on n'a qu'à l'essayer. Le design du djinn ressemble beaucoup à celui de Aladdin, juste repeint en rouge. En arrière-plan, on peut voir qu'on tourne autour d'une pyramide avec un labyrinthe. C'est une vraie maquette qui a été render pour le jeu. Oui, je rigolais pas quand je disais qu'ils ont tout fait à la main. Ouais, la deuxième île ne perd pas de temps à te mettre plein les yeux et plein la bouche. Cette île possède sûrement les boss les plus compliqués du jeu, y compris cet enfoiré. Ces phases sont variées, et la première est random. Soit il vous envoie des sabres facilement esquivables, ou il vous lance un bullet hell tartoufou. Et une de ces phases est un Flappy Bird. Analogiquement à la bande des tubercules, il y a une phase cachée. Si vous gardez votre petite forme pendant la transition de la troisième à la quatrième phase, le djinn dégaine une version miniature de vous qui nous offrira un bullet hell à la fin. Juste à côté se trouvent les montagnes russes, qui appartiennent au clown Beppy. Ce clown a emprunté son design au clown Coco, le personnage le plus célèbre de Fleischer. Oui, c'est ce clown-là qui danse dans le clip de Ghostmane. Il est assez aise. Pendant le fight, tout ce qu'il va faire, c'est se transformer en attraction par-ci par-là, mais faites attention aux pingouins de la dernière phase, car leurs balles de baseball atterrissent en home run dans notre gueule. Les festivités sont ouvertes par la baronesse von Bonbon, qui décide de se réfugier dans son château et nous envoyer ses sous-fifres. Il y en a 5 en tout, mais pendant le fight, on va en voir que 3. Couille de mammouth, slot machine, le cupcake de EDP, j'ai pas de vanne, et une gaufre. C'est le random qui décide de qui on va affronter. À la deuxième phase, des petits jelly beans vont sortir, cover les incapables. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Mais même ça sera insuffisant et la reine va le remarquer. Elle sortira son calibre 12. À la dernière phase, elle en aura marre et ira droit sur nous en chevauchant le sucré. Mais bon, je pense qu'il faut prendre une petite pause de ce boss rush et aller faire un tour sur l'île pour parler à la faune locale. À côté de ces mêmes montagnes russes, il y a un lac, qui nous montre le reflet d'Eric Zemmour, qui va rimer notre nombre de morts en poème. Encore à côté, il y a un trio de chanteurs. De base, c'est un quartet, mais l'un de leurs potes s'est perdu dans un bush. Alors, en le ramenant, on aura le droit à une chanson. Toujours prêt pour le combat, à coups de missiles et de balles et de coups bas. On est la milice ultime, les plus tarés de la team, les meilleurs, t'inquiète, on est encore là. Une fillette ici nous cédera son écu si on lui montre le passage secret. Et un autre nous passera le sien si on fait 5 parades d'affilée sans toucher le sol. C'est facilement réalisable au run and gun d'à côté. Et n'oublions pas de récupérer le deuxième ult au mausolée et la pièce cachée à côté de la sortie. Voilà, maintenant on peut aller fracasser le nichoir. Je ne sais pas à quoi cet oiseau fait référence, mais je suis sûr que c'est une référence. Et ce n'est pas Woody Woodpecker, vu qu'on l'a déjà vu sur un niveau run and gun. Mais tout ce qu'il y a dans ce jeu n'a pas été mis par hasard. Les 2 premières phases ne sont pas compliquées. Il suffit juste de se tenir du côté gauche de l'écran et juste de temps en temps manœuvrer pour esquiver les projectiles. Après cela, la poule libéra son petit qui est une grosse ref aux zinzin de l'espace. Du moins, j'en ai l'impression. Lui en revanche, va vous péter les couilles avec son pattern de mouvement et les œufs à la con. Quand le poussin sera défoncé, on atteint la dernière phase. Elle n'est ni intéressante ni difficile. Alors pour ne pas trop se faire chier, entamons la dernière déchirure anale de cette île, Allumette le dragon. Ce boss-là vous met directement dans une position inconfortable, en vous forçant à regarder où vous allez avec ces nuages. Donc, au-delà de l'application de V-Skill et Bullet Hell, vous devez aussi regarder où vous sautez. Toute la difficulté de la dernière phase consiste juste à ne pas toucher les boules de feu. La deuxième île est lavée, on peut alors passer à la troisième. Cette fois-ci, le roi Dédé ne cache même pas son étonnement et nous dit qu'on a presque fini notre travail. Mais directement, on nous présente le dialogue du cube avec le diable, qui alerte ce dernier sur la montée en puissance des frères Vaisselle. Mais il n'en a rien à foutre, et dit que si on tente quoi que ce soit, il s'en charge. Et ben on va lui fermer sa gueule. Mais d'abord, les contrats. Ici, on entre dans une ville, alors pourquoi ne pas se réfugier dans un hôtel? Ce combat-là est grandement copié, inspiré par le dessin animé de Fleischer, The Cobweb Hotel. Et l'apparence de la reine et son sous-fifre proviennent d'un autre dessin animé, Hans in the Pants. Eh,
On reviendra à ce dessin animé plus tard. Tout comme dans le fight précédent, on doit manœuvrer sur des plateformes tout en esquivant les projectiles de la reine et son gueux. Après ces deux phases, la reine devient Qatar Airways. À partir de là, vous n'avez qu'à prier. Quand la porte de la ville nous est ouverte, on peut aller faire un tour et parler à la population. On peut faire connaissance avec une fourchette qui ne cachera même pas son dodin envers un plébéien comme nous si on n'a pas un rang A sur tous les boss. Ce n'est pas le dernier PNJ qui nous parlera de rank. Près du quai, il y a une tortue, un peu le Oogway de ce monde qui refuse de nous parler tant qu'on n'a pas atteint le rang P sur tous les niveaux run and gun, c'est-à-dire sans tuer personne. Quand on l'aura fait, on débloquera des filtres. Un filtre daltonien avec la fourchette et noir et blanc chez la tortue. Un autre PNJ est une pirate qui fait sûrement partie de l'équipage du prochain boss. Capitaine Barbe d'écume ressemble à Sinbad de Popeye. Popeye ou Popeye? C'est l'un des tout premiers boss désignés du jeu, alors ça explique l'arrière-plan assez vide. Son pattern est aise. Il va rajouter des trucs par-dessus ses premières attaques et invoquer des enfoirés pour son backup. Mais détrompez-vous, c'est pas lui la vraie menace. Il y en a deux en fait. Ce putain de tonneau qui va vous péter les couilles en se rechargeant quand c'est pas le bon moment, et quand vous atteindrez la deuxième phase, et que le capitaine vous aura montré tout son arsenal, le bateau va kick le bot et tout prendre dans ses propres voiles. Ce duo est semblable à Orstein et Smog, mais on les baise quand même. Mais ne soyons pas pressés de quitter la mer. Il y a le combat contre Kala Maria qui nous attend. Cette sirène est inspirée par Betty Boobs et Ariel. Ce combat est aussi difficile qu'il est difficile de ne pas chercher des dessins Rule 34 avec elle. La sirène nous envoie des boulettes L pendant toute sa première phase. En passant à la deuxième, notre Ariel se transformera en Ursula et invoquera avec elle un autre boulette L. Assez vite, elle abandonne son torse et décide de se casser dans un couloir en spammant les stuns. Allons plutôt faire un tour chez Werner Verman. Ce nuisible fan de War Thunder est un hybride entre Jerry et Mortimer Mouse. Durant tout le fight, on doit esquiver les boulettes L ou bien timer nos déplacements. En arrière-plan, on pourra aussi observer l'œil du chat qui va en avoir marre d'observer et bouffera le Prussien en annonçant le début de la dernière phase. Ce combat-là, y compris l'attaque de la patte, est un clin d'œil au combat contre le chat de Cheshire dans le jeu Batman et Robin sur la Sega Genesis. Mais quand sa barre de vie aura atteint 0, le Katzenwagen dévoilera son visage robotique piloté par notre Verman. Pas loin de cette maison se trouve le dernier mausolée, où l'on débloque l'invocation des stands Jojo. Même si ça a l'air stylé, c'est le truc le plus inutile du jeu. Et je n'ai jamais vu qui que ce soit s'en servir. Moi je l'ai fait au théâtre parce que j'avais besoin d'une démonstration. Mais tant qu'on y est, parlons de ce théâtre. Le combat représente un spectacle en 3 actes qu'on vient accompagner avec Bébête des scènes. Pendant la première phase, on s'aperçoit qu'on a interrompu son mariage, alors elle prend les armes. À bord de sa caisse se passe la transition à la deuxième phase, où l'on se bat à la maternité. Ces gamins nous lancent des projectiles qu'on esquive facilement. Mais oh que c'est triste, on l'a envoyé droit dans l'au-delà, où se passe donc la troisième phase. Grandement inspiré par Final Fantasy. La pose de notre Babette est copiée sur Kefka de FF6, et les panneaux qui affichent les spells qu'elle caste, c'est une référence aussi. Il n'y a pas que dans ce combat-là qu'il y aura des refs à Final Fantasy. Dans le menu des saves, c'est assez clairement posé comme l'épée de Cloud. Et pendant la dernière phase, on visquille le parapluie de Mary Poppins avant de l'envoyer dans un knockout. Il y a bien une phase renforcée qu'on peut atteindre en tuant son mari au mariage. Dans ce cas-là, on sera en 1v2 pendant la troisième phase, mais la deuxième sera plus simple. Notre chemin sera bloqué par le robot du Dr Cal. Oh, ce boss-là a la réputation de faire drop Cuphead. C'est vraiment le boss le plus compliqué. En étant un mix entre le géant de fer et Bender, ce salopard n'a aucune limite. Devant nous, il y a 3 phases ainsi que 3 cibles à détruire. Quand vous en détruirez un, c'est pas fini. Le robot va caster la deuxième forme de son attaque. Ce qui fait que vous devrez manœuvrer entre les missiles téléguidés, les mains de salopard et les boulons de merde. Quand son cœur de salopard sera détruit, il va prendre la tête et passer de haut en bas avec ses missiles à la con qui ne nous lâcheront jamais. Cette phase n'est pas longue, donc à la fin, ce Dr Cal sortira de son robot et passera au pire bullet hell du jeu. De son prépuce, il dégainera les gemmes du chaos dans Sonic. Snooping as usual, I see. Et putain, cette phase est tellement longue. Pas juste ressenti, c'est littéralement giga long. Cet enfoiré sort au droit du dessin animé Mickey et The Mad Scientist, ainsi que Megaman. On est quasiment à la fin du jeu, alors prenons le train pour atteindre la 4e et dernière zone. Le Phantom Express
est d'un côté le boss le plus simple du jeu, mais c'est aussi le combat le plus intéressant. Notre but est de rattraper le train à bord de notre carrosse, tout en éradiquant le personnel du train. Vu qu'on est en mouvement, on peut aussi choisir la direction où l'on va pour esquiver certaines attaques, volontairement ou involontairement. Tout à l'arrêt du train, on affrontera un poltergeist qui a ses yeux dans les paumes comme l'homme pâle dans le labyrinthe de Pan. Ensuite, on se fera contrôler par le personnel de la SNCF. Mais comme on n'a pas de billet, on lui casse le cul. Et il y a ce truc-là qui ne pose pas vraiment de problème. On finira par rattraper le train qui abandonnera les autres wagons et s'enfuira à pleines jambes. Pour lui infliger des dégâts, on doit ouvrir l'accès à son cœur. Et quand on aura infligé assez de dégâts, on enverra le Phantom Express au dépôt. Nous voici donc devant la citadelle des enfers. Avant d'aller voir le diable, notre chemin est bloqué par King Dice. Avant de parler du combat contre lui, parlons de King Dice lui-même. Il faut l'avouer, il sort du lot comparé aux autres. Mais même comparé au diable, ce mec-là a le style. Il a un certain charisme qui intrigue bien plus que les autres boss. C'est parce que son archétype a été pris sur Cab Calloway, chanteur, chef d'orchestre et danseur. Rien qu'à le regarder, on sent l'autorité qu'il dégage. C'est lui qui a offert sa danse au clown Coco. C'est pas pour rien que King Dice a le droit à sa chanson jazz. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. Le combat contre lui est très différent de ce qu'on a pu affronter précédemment. Son arène est un terrain de jeu où l'on doit avancer en jetant le dé comme dans Gunstar Heroes. Sur les cases, on peut soit tomber sur une safe zone ou un combat de boss. King Dice me propose de faire un boss rush avant de se battre personnellement. On a cette ambiance du film Pinocchio, en mélangeant l'alcool et les cigares avec les enfers et les diables. Le boss rush est ouvert dans un bar où l'on affronte des verres de spiritueux. Moi je suis ferme là-dessus, pas une goutte de la bouche, alors dites non à l'alcool. À suivre, on a les caps de Jotaro quand il a mis sa mère en jeu. Son pattern n'est ni compliqué ni intéressant, alors vas-y, casse-toi de là. Devant nous se dresse un cigare. On a déjà dit non à l'alcool, alors on dit non aux cigarettes. Le quatrième mini-boss est un domino qu'on doit rattraper sur un convoi, en esquivant des dévins. Le cinquième est un lapin magicien, dont l'animation de défaite est basée sur une histoire vraie des frères Moldenhauer. Jared a fait une vidéo avec GameSpot où il a expliqué certaines subtilités des mini-boss. Il a raconté que quand ils étaient enfants, ils ont eu l'idée de pull un prank sur leur autre pote qui s'est procuré une nouvelle écharpe. La blague consiste à tirer sur les deux extrémités de l'écharpe, mais ils ont tiré tellement fort que le garçon se faisait étouffer et personne n'arrivait à le démêler. Heureusement, Chad a eu le réflexe de sortir des ciseaux pour libérer leur ami. Oui bon, parlons pas du fait que c'est lui qui a eu l'idée de la blague aussi. Pour le sixième combat, on a eu besoin de reprendre le volant pour participer à une course de chevaux au PMU. On doit juste esquiver les cadeaux de ce cheval et aussi regarder en bas pour ne pas se faire attaquer par des fantômes. Rien de plus. Le chiffre 7. Un chiffre chanceux qui nous met face à une roulette. C'est assez intéressant vu que dans la même vidéo pour GameStop, Jared a dit qu'ils ont juste eu besoin d'un boss en forme de rectangle assez large. Donc oui, d'abord ils ont créé le pattern et ensuite la chair sur le boss. Derrière le chiffre 8 se cache une autre référence à Gunstar Heroes. C'est une référence dans une référence. Au-delà de ça, rien d'autre à dire. Le 9e et dernier boss nous force une fois de plus à aller dans le ciel. Ce combat est intéressant, mais un peu trop long. Il faut trouver les mêmes cartes pour pouvoir infliger des dégâts. Plus vous vous trompez, et plus le singe ira vite. Dernier lancé, et nous voilà contre King Dice. De sa main, il sortira des cartes qu'on peut esquiver juste en effectuant des parades. À ce stade-là du jeu, ça ne devrait pas poser problème. Quand vous viendrez à bout de la gueule cubique, la porte du combat final s'ouvrira à vous. Le diable sera heureux qu'on soit venu à bout de tous ses sous-fifres et tendra sa main pour récupérer les contrats. On a donc le choix de lui donner et obtenir la mauvaise fin, ou ne pas donner et l'affronter. Regardez-moi ce salopard sur son trône là, hein. Il fait un peu trop le malin avec ses yeux de con. Attends un peu que je te baisse ta mère. Les attaques du diable sortent tout droit du dessin animé de Disney, Hell's Bells. Les ressemblances sont vraiment flagrantes. Pendant la première phase, c'est tout ce qu'il fera. Mais quand il en aura marre, il va se tailler vers son sous-sol, où on est obligé de le suivre. Pareil, il essaiera de faire le malin.
mais finira par montrer sa vraie nature de salope et va chialer. Voilà, la salope a été battue et maintenant tous les débiteurs sont libres de l'emprise du diable. Nos frères rentrent au village et célèbrent leur succès entourés de leurs nouveaux amis. Le jeu est fini. Maintenant, vous débloquez la difficulté expert et je vous conseille sincèrement de finir le jeu en expert. Pas juste pour le succès, mais aussi vu que certains combats changent en fonction de la difficulté. Mais si je dois faire un pas en arrière, ce jeu est une masterclass. J'ai rarement eu cette excitation enfantine quand je lance un jeu. La découverte d'un nouveau boss, d'une nouvelle arme ou un charme. Chad et Jared ont bien réussi à transmettre les vibes de films et de jeux à l'ancienne. Certes, on peut dire qu'ils ont volé quasiment tout, ce qui est une remarque juste, mais il faut prendre en compte que c'était justement le but, de faire un truc avec des designs qui parlaient à tout le monde. Justement, transmettre cette ambiance des premiers travaux de Disney et Fleischer. On sent la passion derrière, tout a été minutieusement transporté d'un Cuphead. Il n'y a pas de volonté de voler, il n'aurait jamais fait tant de sacrifices s'il n'y avait pas de passion. Et n'oubliez pas que nous avons aussi une aventure bien délicieuse qui nous attend à l'avenir. Sur ce, je dis au revoir aux vrais gamers.